Salut à toutes et à tous, merci de regarder le média et en particulier un module que nous produirons jusqu'aux élections législatives qui viennent. Il vous dira tout sur la campagne, bien entendu. Il sera question des petites et grandes infos qui remontent du terrain. Nous ferons le point sur les circonscriptions les plus symboliques, les plus observées pour des raisons diverses. Et nous ne nous interdirons pas de passer au scanner le bilan des députés sortants. Au sommaire aujourd'hui, la grosse bourde de Stanislas Guerini qui a fait frémir la majorité présidentielle et a rappelé le CV problématique de certains de ses candidats aux législatives. La Macronie qui est soupçonnée de vouloir se servir des préfets pour fausser les résultats du scrutin, du moins d'un point de vue psychologique. Marine Le Pen qui est pour le moins emmerdée par son étrange positionnement dans cette séquence politique, un positionnement quasi pro-Macron et qui se défend en attaquant Jean-Luc Mélenchon. Et la circo du jour, ce sera celle où candidera la première ministre Elisabeth Borne dans le Calvados. Direction Palais Bourbon, le journal des législatives, épisode 1, c'est parti. Pendant plusieurs jours, les soutiens de l'actuelle majorité et un certain nombre de médias à large spectre ont tapé comme des sourds sur la France insoumise et la NUPES suite à l'affaire Dabouaf. Clémentine Autain et Sandrine Rousseau en ont-elles fait trop ou pas assez? Et Jean-Luc Mélenchon, qu'il en savait des choses, n'est-ce pas? Etc. etc. La machine à indignation sélective fonctionnait bien. Mais il a fallu que Stanislas Guerini, le délégué général de Renaissance, le nouveau nom de La République En Marche, s'exprime et dise à peu près n'importe quoi pour que la maison prenne feu. C'était au sujet de Jérôme Perra, conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine, condamné en 2020 à 3 000 € d'amende avec sursis pour violence volontaire sur son ex-compagne. Comment se fait-il qu'il ait tout de même été désigné candidat de Renaissance aux législatives dans la 4e circonscription de la Dordogne? Écoutons le numéro de contorsionniste assez invraisemblable de Guerini. Stanislas Guerini, un candidat condamné pour avoir frappé sa femme, a été investi par votre parti. Dans la foulée de cette condamnation, il avait quitté son poste de conseiller à l'Élysée. Est-ce qu'il peut rester candidat aujourd'hui? Oui, c'est très difficile de répondre en une seconde à cette question-là. Parce que prenez une minute. Je crois, bien sûr, je suis conscient du caractère symbolique et par mes propos, je ne veux jamais donner l'impression qu'on pourrait empêcher la libération de la parole des femmes. Oui, mais ceci dit, quand même... Ce candidat, il a été condamné à une amende avec sursis. C'est ça la condamnation qu'il a eue. Son ex-compagne a elle aussi été condamnée dans cette même affaire. Voilà, match nul, en gros. Quoique, non. Finalement, c'est un mec bien, Jérôme. J'ai pris du temps pour lire les attendus, pour comprendre, pour savoir si au fond, on pouvait avoir affaire à quelqu'un qui pouvait être capable de violence volontaire. Je crois, et j'en suis même infiniment convaincu que ça n'est pas le cas. Sinon, jamais j'aurais permis cette investiture. Ça n'est pas le cas. C'est un honnête homme. Je ne crois pas capable de violence sur les femmes. Non, mais vous voyez bien le deux poids deux mesures. Vous dites, au jugement des électeurs. Vous dites, pardon, on est en retard, mais on va encore. Vous dites, je ne crois pas qu'il soit capable de violence sur les femmes. Si, il a été condamné pour. Je viens de vous le dire de façon assez précise. C'était la vérité judiciaire, en tout cas. Il y a une vérité judiciaire il faut lire les choses dans le détail, qui a reconnu la complexité de l'affaire. Il y a eu une dispute. Il y a eu des condamnations de part et d'autre, je le rappelle, dans cette affaire-là. La leçon de ce naufrage, c'est que le « en même temps », ça ne marche pas tout le temps. Bref, 9 heures de polémique et d'indignation sur Twitter plus tard, Stanislas Guerini, qui est, on le rappelle avec perfidie, un DSK boy. Bref, 9 heures plus tard, Guerini publiait un communiqué pour s'excuser pour ses propos et annonçait le retrait de Jérôme Perra. Pour ne laisser aucune place à l'ambiguïté de nos engagements, j'ai échangé avec Jérôme Perra ce jour et nous avons convenu ensemble qu'il retire sa candidature. En même temps, mieux vaut sacrifier Perra plutôt que de sombrer avec lui. C'est une polémique qui a commencé par un tweet indigné de Jean-Luc Mélenchon. Tout part à la base d'une circulaire datée du 13 mai et connue des candidats le 16. La charge de Mélenchon est forte et les personnes pas forcément très politisées qui se demandent quel est l'enjeu. Explication par BFM. Le ministère de l'Intérieur a fait un choix qui interroge parce que les résultats de la majorité, par exemple, seront présentés sous le logo Ensemble qui regroupe Renaissance, ça c'est l'ancienne République En Marche, le Modem ou le Horizon, le parti d'Edouard Philippe. Mais pour la gauche, en revanche, il ne sera pas fait mention de la NUP, vous savez, la nouvelle Union... Alors NUP ou NUPES? Alors NUP, la nouvelle Union populaire, écologique et sociale. Là, pour le coup, non.
on présentera parti par parti, c'est-à-dire la France Insoumise, Parti communiste, Parti socialiste ou Europe Écologie Les Verts. Or, ce sont ces résultats qui seront repris par les médias et on voit bien les faits. Les scores de la majorité paraîtront rassemblés et donc assez élevés, et les scores de l'opposition, si jamais c'est l'opposition, on verra qui gagnera, mais en tout cas de la gauche, seront complètement En éclatés. gros, il s'agit de guerre psychologique et forcément, on soupçonne une manipulation politique. Ce que nient, bien entendu, les macronistes. Les résultats des candidats de la NUP ou de la NUPES ne seront pas comptés ensemble, mais parti par parti, les Verts, les Insoumis, les socialistes, etc. Alors que la majorité ensemble, elle, sera regroupée dans un même chiffre, c'est déloyal. Il faut expliquer ce qu'il y a derrière. Nous, on a créé une association de financement commune, c'est-à-dire que un député élu sous la bannière Ensemble pour la majorité présidentielle tous cotisent dans le même pot, qu'il soit du MoDem, de la République En Marche, de Agir, de Horizon. La NUPES n'a pas fait ça. Ils se déclarent séparément en préfecture, ils ne cotisent pas dans une même association de financement, et donc de facto, ça induit effectivement en préfecture des déclarations différentes. Mais c'est pas une magouille du ministère de l'Intérieur, c'est uniquement l'application de la loi, et donc je pense d'ailleurs que ce sera maintenu comme ça. Cet argument est balayé du revers de la main par Manuel Bompard, le bras droit de Jean-Luc Mélenchon, alors que la France insoumise n'écarte pas la possibilité de saisir le Conseil d'État. 2 arguments sont donnés pour tenter de justifier une décision incompréhensible. D'abord, le fait que les candidats de la NUPES aient été désignés de manière indépendante par les partis politiques qui en sont membres. Selon la circulaire, cela tend à démontrer la volonté pour ces candidats de rester attachés à leur parti d'origine. Pourtant, LREM et le MoDem n'ont pas fusionné. Ils ont chacun investi des candidats selon leurs règles propres. Pourquoi cet argument ne leur est-il pas appliqué ? Le second argument avancé est le fait que les candidats de la NUPES n'ont pas choisi de s'enregistrer sur le même rattachement financier, ni le même rattachement audiovisuel. C'est un argument d'une mauvaise foi totale. En effet, il n'existe aucune règle établissant que la nuance politique dépend du rattachement financier ou audiovisuel des candidats. Ainsi, il existait jusqu'à peu une nuance union de la gauche qui regroupait des candidats se rattachant financièrement à différents partis. On laissera le mot de la fin à BFM TV. Évidemment que c'est politique et ça serait plus simple, plus lisible, plus cohérent pour tout le monde que les scores figurent sur le site du ministère de l'Intérieur et donc dans les médias après, sous la nuance, NUPES. Hier, Marine Le Pen était sur la matinale de France Inter. Mon petit doigt me dit qu'elle a regretté de s'être levée le matin quand un auditeur pro-NUPES l'a rudement interpellée. Bonjour. Alors, Madame Le Pen, depuis des semaines, vous vous attaquez plus à la NUPES qu'à la Macronie. Vous continuez donc à servir d'assurance vie du système. Si je comprends bien, vous faites tout pour favoriser la retraite à 65 ans et l'européisme béat de Monsieur Macron. Le Point a titré la semaine dernière Mélenchon l'autre Le Pen. Moi, je dirais plutôt Le Pen l'autre Macron. Oui, ça fait mal au crâne, un tel coup sur la tête. L'auditeur frappe où ça fait mal. Il met le doigt sur le positionnement assez particulier de Marine Le Pen depuis l'après-présidentielle. Des fois, on dirait qu'elle fait campagne pour Emmanuel Macron. Je pense que la logique des institutions veut que le président de la République ait une majorité. Tous ceux qui racontent autre chose racontent des fables. En réalité, Marine Le Pen est emmerdée. Elle a trop de combats à mener pour prioriser celui qui devrait l'opposer à Emmanuel Macron. Ces élections législatives doivent lui permettre de tuer Éric Zemmour et Reconquête, quoi qu'il en coûte. Vous dites définitivement à ceux qui vous ont quitté pour Éric Zemmour, c'est un chemin sans retour, c'est ça que vous leur dites ? Oui, enfin, vous parlez des 4, là. Oui. Oui, les 4, c'est un chemin sans retour. Mais alors, Éric Zemmour a fait les calculs, il dit le Bloc national pourrait se retrouver au second tour dans 396 circonscriptions et gagner entre 100 et 200 sièges. S'il n'y a pas d'accord, le RN aura 15 députés, il y aura 100 à 150 mélenchonistes. Marine Le Pen préfère tuer Reconquête que d'avoir une force à 150 élus. Pardon, mais ce calcul est totalement absurde. Tuer Zemmour et ne pas laisser Mélenchon et la NUPES prendre le leadership sur l'opposition. Marine Le Pen a préparé ses tacles. Le PS a appelé à voter Macron. Les Verts ont appelé à voter Macron. Ils sont bien dans NUPES, me semble-t-il. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, alors qu'en 2017, Jean-Luc Mélenchon avait dit en réalité ni Le Pen, ni Macron, eh bien cette fois-ci, il est allé beaucoup plus loin. Et il a dit pas une voix pour Marine Le Pen. Et il l'a répété 5 ou 6 fois. Ça voulait dire quoi, cher monsieur? Ça voulait dire vous pouvez vous abstenir, vous pouvez voter Macron. Vous pouvez voter Macron, mais surtout ne votez pas Marine Le Pen. Alors oui, NUPES est responsable de l'élection d'Emmanuel Macron. Il est donc responsable de la future retraite à 65 ans. Vous êtes, je considère, les NUPES. Le mouvement NUPES est un mouvement que je considère irresponsable. Et il démontre d'ailleurs jour
après jour qu'il ne peut pas être un parti de gouvernement. Bon, ce n'est pas tout à fait exact. 2022. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. 2017. Pas une voix ne doit aller pour le Front National. Pas une. Chez vous, à l'apéritif ou en soirée, vous apprécierez un calvados de 2 à 3 ans d'âge, servi nature, sur glace, en long drink allongé de tonic ou encore en cocktail. Pour cette première circo du jour, on vous emmène dans la 6e circonscription du Calvados. Ce départ par passion immodérée pour l'alcool du même nom. C'est parce que la nouvelle première ministre d'Emmanuel Macron sera candidate aux élections législatives dans le département du Calvados. Un genre de test pour celle qui vient à peine d'entrer à Matignon, puisqu'une défaite au mois de juin serait pour elle une déroute difficile à surmonter. Pourquoi Elisabeth Borne va-t-elle donc dans le Calvados pour se frotter pour la première fois de sa vie à l'épreuve des urnes ? Celle qui est respectée pour sa solide langue de bois a bien entendu réponse à cette question. Le plus simple quand on est ministre, c'est de trouver une circonscription à Paris ou dans la banlieue parisienne. Donc si je fais le choix de venir ici, c'est aussi parce que quand j'ai été préfète de région, j'ai pu mesurer à quel point c'est important pour un territoire d'avoir des élus locaux et nationaux qui s'engagent pour un territoire. Mais pourquoi les mauvaises langues insinuent-elles que c'est parce qu'elles trouvent là une circonscription facile à gagner ? Lors de la dernière présidentielle, Emmanuel Macron y avait recueilli plus de 59% des voix. En 2017, Alain Touré, député sortant LREM et qui ne se représente pas, avait eu 37% au premier tour pour être finalement élu au second tour avec 68% des suffrages exprimés. Et puis, si l'ancienne ministre du Travail est une Parisienne de naissance qui a étudié dans les meilleurs établissements de la capitale, elle a sa petite histoire destinée à la valider comme enfant du coin. Elle répète en boucle depuis plusieurs jours qu'elle a ancrage avec la petite commune de Livaro, située dans la 5e circonscription voisine, puisque son grand-père maternel y était maire. Maire et pharmacien. À ce propos, une petite anecdote. La pharmacie tenue par la famille d'Elisabeth Borne est d'ailleurs devenue une charcuterie. Ce client ne s'en doutait pas. Je ne sais pas si c'est de bonne ou de mauvaise augure pour les élections à venir, mais je vous le dis. Les adversaires locaux d'Elisabeth Borne sont en tout cas manifestement ravis, qui ne rêvent pas d'être David face à un Goliath ayant saccagé l'assurance chômage avant de fondre sur de paisibles terres normandes. Alors, à chacun son narratif. La candidate zémourienne met en avant le fait qu'Elisabeth Borne ne soit pas du coin. Sa nomination aux législatives, je trouve que c'est un parachutage, elle n'est pas du tout du coin, même si elle nous dit que finalement, elle a ses souvenirs ici, mais les souvenirs, on ne vit pas là sur le terrain. Et le candidat de la NUPES, Noé Gauchard, 22 ans, étudiant en sciences politiques et activiste de la génération climat, il met en avant le profil et le bilan de la macroniste de Matignon. On voit son bilan au gouvernement Macron et puis ce qu'elle est censée porter en tant que première ministre au nouveau gouvernement, c'est-à-dire par exemple la retraite à 65 ans, et puis qu'on la présente comme quelqu'un de la société civile alors qu'elle est polytechnicienne, elle a été haute fonctionnaire et puis ministre pendant 5 ans. Donc la société civile, à mon avis, c'est plutôt les gens du milieu associatif qui s'engagent en politique. Sacré Noé, quel bel autoportrait. De fait, le principal adversaire d'Elisabeth Borne dans ce scrutin, c'est la nationalisation de l'enjeu, la mobilisation des oppositions et le désir de dégagisme. En cas d'élection, Elisabeth Borne sera remplacée par son suppléant Freddy Certain, directeur de clinique Avir. Elle pourra donc répondre à la candidate de Reconquête que le gentil Freddy est un Virois de souche, mais ne lui donnons pas non plus d'éléments de langage. Voilà, direction Palais Bourbon, le journal des législatives, premier épisode, c'est terminé. Rendez-vous bientôt pour une autre édition.